tout de suite sur BIMM TV. Rendez-vous vespéral d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Ouverture à Kinshasa des travaux de la première session de la commission mixte en matière des frontières entre la RDC et la République du Soudan du Sud. Il sera question pour les délégations de ces deux pays d'adopter le projet protocole portant création de la commission technique mixte en matière des frontières. Ces assises ont été lancées officiellement par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité. Des détails à suivre dans ce journal. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président, Denis Kadima, a tenu une séance de travail mercredi avec les bureaux de la Chambre basse du Parlement. Ensemble, les deux partis ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ces jours, faute de moyens. Un échange qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les deux institutions pour une première prise de contact depuis l'installation du nouveau bureau de la représentation nationale. La joie était immense pour les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Makala d'assister au lancement officiel des travaux par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, de la construction de la boucle de Makala qui compte les routes Kwilu, Kimwenza et Manzengele dans cette municipalité. Des travaux lancés dans le cadre de l'opération Kin Ezobonga visant le désengorgement des principales artères de la capitale. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal. Kinshasa et Djouba ont entamé ces jours les travaux de la première session de la commission mixte en matière des frontières entre la RDC et la République du Soudan du Sud, des assises ouvertes officiellement ces jours par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Il sera question pour les délégations de ces deux pays d'adopter le projet protocole portant création de la commission technique mixte en matière des frontières. La délégation congolaise est chapeautée par les secrétaires permanents, les professeurs Célestin Ngouya et celle du Soudan du Sud par David Mayo. Des détails à suivre dans ce reportage signé Alain Boma. Face à face ce jeudi entre la délégation de la République démocratique du Congo et celle de la République du Soudan du Sud. Il s'agit de la première session de la commission mixte en matière de frontières entre ces deux pays. Une frontière de 700 km de long, exclusivement terrestre, établie le long de la ligne de partage des eaux du Congo et du Nil, frontière délimitée mais jamais démarquée. Concrètement, nous allons créer le cadre juridique, comme nous disons, pour discuter, réaliser sur le terrain les conventions qui déterminent les limites entre nos deux pays. Et ces limites ont été déterminées par les puissances coloniales. Les accords qu'ils ont conclus devaient être suivis des poses de bornes entre les pays quand c'était la terre ferme et même des limites sur les espaces liquides, ce qui n'a pas toujours été fait. Il sera donc question d'adopter le projet de protocole portant création de la commission technique mixte en matière de frontières entre les deux pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui a ouvert ces travaux, attend beaucoup des participants. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Je formule le vœu de voir ces assises se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. La République démocratique du Congo entretient des très bonnes relations avec la République du Soudan du Sud.
Un nouvel ambassadeur a été récemment nommé au Soudan du Sud pour représenter la RDC. La Chine et la RDC sont résolument déterminés à mettre en œuvre le projet de développement annoncé par le président chinois Xi Jinping lors du forum sino-africain de Beijing. C'est dans ce cadre que la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a échangé avec l'ambassadeur chinois Zhao Bin. Dans leur entretien, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de soutien mutuel concernant les affaires relatives aux intérêts communs entre la Chine et la RDC. J'ai eu tout à l'heure un échange de vues avec Madame la vice-ministre des Affaires étrangères sur un large éventail de sujets. D'une part, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de soutien mutuel des affaires relatives aux intérêts vitaux des deux parties. Il s'agit pour la partie congolaise le soutien de la Chine, des efforts congolais dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et du côté chinois, le soutien du Congo du principe de Chine unique, notamment sur les questions qui concernent Taïwan et les Douanes. Et nous avons aussi échangé d'autre part sur la coopération Chine-Congo dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique. Nous avons discuté de la manière à faire bénéficier la partie congolaise des mesures annoncées par le président chinois en début septembre en faveur de la modernisation africaine. À l'occasion de la 79e Assemblée générale des Nations unies, les premières dames d'Afrique ont organisé une série d'échanges autour de la gestion des bureaux des First Lady, mais aussi sur les défis liés aux ressources financières destinées aux actions concrètes à mener en faveur des populations africaines, principalement les femmes et les enfants. Cette rencontre des premières dames d'Afrique s'est clôturée par la remise des certificats de reconnaissance aux épouses des chefs d'État qui avaient lancé la campagne. Autour des repas servis dans les écoles, certains enjeux doivent être pris en compte. Bien manger et se restaurer en respectant l'environnement. Les repas scolaires respectueux du climat, ce thème au centre de la table ronde organisée par la Fondation Rockefeller et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, appelle à l'action et au plaidoyer en faveur des repas scolaires qui ont un impact crucial sur les résultats scolaires et la qualité de vie des enfants vulnérables du monde entier, des filles en particulier. Soutenant les initiatives visant à offrir des repas scolaires respectueux du climat, la première dame de la République démocratique du Congo, qui a pris part à cette table ronde, met en lumière l'importance d'une alimentation durable et saine pour les jeunes. Denise Nyakeru Tshisekedi a dans son mot mobilisé la communauté pour des actions et la collaboration afin de renforcer l'éducation de qualité de l'enfant africain à travers les repas nutritifs. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Nous avons la possibilité d'étendre ces programmes de repas scolaires à plus d'enfants, tout en intégrant des solutions climatiques. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour agir à grande échelle, et l'impact potentiel est immense. J'aimerais lancer un appel à toutes les premières dames, au gouvernement, aux organisations internationales, aux entreprises et aux philanthropes ici présents. Investissez dans les repas scolaires respectueux du climat. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque enfant en Afrique bénéficie d'une alimentation saine et que nos systèmes alimentaires deviennent plus résilients et respectueux de l'environnement. Je voudrais réaffirmer notre engagement collectif. Nous avons aujourd'hui une responsabilité immense et une opportunité sans précédent. Ce moment doit être celui où nous saisissons l'occasion de transformer nos systèmes alimentaires et éducatifs. La présence de la première dame de la République démocratique du Congo à cet événement international témoigne de son leadership dans la promotion d'une éducation de qualité qui intègre les pratiques écologiques. Denise Nyakeru Tshisekedi a démontré une volonté de bâtir un avenir durable pour les enfants, tant en RDC que sur le continent africain.
Autre fait d'actualité, dans le cadre du rapprochement interinstitutionnel, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président Denis Kadima a tenu une séance de travail mercredi avec les bureaux de la Chambre basse du Parlement. Ensemble, les deux parties ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ces jours, faute de moyens. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Nmunongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié, avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections, d'abord à Yakoma et Massimanimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a visité plusieurs villages du territoire de Djougou et Irumu dans la province de l'Ituri. Sami Adoubango s'est également rendu à Boulé, au site des déplacés des plaines Savo et de Lala. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission d'imprégnation de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national. La visite de Sami Adoubango sur les rives du lac Albert à la frontière avec l'Ouganda, marquée par la douleur des attaques, a été un acte de bravoure et de compassion à Tchomia, lié d'une récente tragédie où un officier supérieur de FARDC a trouvé la mort lors d'une attaque lâche du groupe Zahir. Le vice-ministre de la Défense a réconforté les troupes et a salué l'héroïsme des soldats qui, malgré les blessures et des pertes, continuent à défendre l'intégrité de la nation. À Kasseni, il a rappelé aux soldats que leur mission va au-delà des balles et des fusils. Ils protègent des vies, des familles et un peuple. C'est leur courage qui redonne à ces terres tourmentées l'espoir de retourner un jour la paix. Puis, la mission a amené Sami Adoubango vers le village blessé de Boulé, frappé de plein fouet par les miliciens de Codeco. Là-bas, la population oubliée depuis longtemps a vu pour la première fois un officier de la Défense nationale se tenir à leur côté. Pour ces hommes, ces femmes et ces enfants, cette visite représente une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur souffrance. Les mots du vice-ministre de la Défense au cas des déplacés de Savo et Lala ont touché le cœur. Il a promis de porter leur voix jusqu'au plus haut sommet de l'État pour que cesse enfin ces cycles de violence. Il a aussi prévenu contre les manipulations de ceux qui cherchent à envenimer la situation, ouvrant la porte aux terroristes du M23 AFC RDF. Face à cette réalité déchirante, il a promis de faire rapport à la première ministre et au commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour une réponse idoine à cet appel à la vie et à la paix. Place à présent à l'invité du journal. La jeunesse congolaise est appelée à intégrer l'armée nationale dans toutes ses branches à travers la campagne de recrutement national qui venait d'être lancée officiellement il y a quelques jours. Quels sont les critères fixés pour y être admis?
ou déposer sa candidature. Nous en parlons avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC. Bienvenue, mon général. Merci. Pourquoi recruter maintenant? C'est légal, le recrutement. Les lois qui régissent les forces armées prévoient qu'il y ait recrutement chaque année. Et si on ne le fait pas tous les ans, c'est parce qu'il y a des contraintes, surtout des contraintes budgétaires et des contraintes liées à d'autres paramètres. Et c'est depuis des années, des dizaines d'années même, qu'on ne recrute plus au Congo et qu'on ne forme pas selon les normes, selon les standards voulus. Et aussi, des unités des FARDC sont engagées, du moins pour la totalité, le gros de ces unités, et ces unités sont engagées aux opérations depuis plus de 10 ans sans relève. Ce qui a fait qu'il y a un degré d'attrition très élevé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des blessés, il y a eu des invalides, il y a eu des malades, et il y a aussi des gens qui ont dépassé l'âge de combattre. Nous avons des menaces partout. Nous sommes en guerre. Il y a l'agression au Nord Kivu, il y a les ADF, toujours au Nord Kivu dans les territoires des Beni et des Lubero. Il y a la menace des groupes armés en Ituri. Et si vous allez dans les Ouélé, c'est la même chose. Ici à Kinshasa et dans les grands Bandundu, le Kwango, le Kwilu et le Congo central, il y a les phénomènes Mubondo. Si vous allez à l'Équateur, et puis dans le bas Ouélé et le haut Ouélé, il y a les phénomènes Mbororo. Il y a des menaces qui sont partout, même à l'Équateur, vers le nord et le sud d'Ubangui. Il y a l'afflux des rebelles qui viennent de la Centrafrique. Donc des menaces sont partout et il faut obligatoirement recruter pour créer de nouvelles unités, recruter pour renforcer les unités qui existent. Alors, il y a quand même quelques années, l'armée aussi avait procédé au recrutement, mais que sont devenus ces recrues? Voilà, il y a à peine 2 ans, je pense, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avait décrété la mobilisation générale. Et on a pu recruter à peu près 40 000 hommes. On a constitué des unités organiques des brigades et d'autres ont servi à recompléter d'autres unités. Et au moment où je vous parle, il y a tout ce monde-là est déployé. Les gens qui combattent aujourd'hui au Nord Kivu, ce sont ces gens-là. Ils ont été formés, ils ont été équipés et ils ont subi un entraînement. Il y en a qui continuent à subir l'entraînement. Si aujourd'hui il y a une stabilité dans les fronts, c'est à cause de ces gens aussi qui sont venus étoffer les effectifs des forces armées, mais c'est insuffisant au regard de l'étendue de notre territoire. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, la fois passée c'était 40 000, cette fois-ci, le commandant suprême veut que nous puissions recruter 60 000. Et on ne va pas les recruter d'un coup, ce sera étape par étape et ce sera progressivement. Alors, quelles sont les stratégies mises en place par l'armée pour attirer les 60 000 jeunes que vous ciblez? La première stratégie, c'est ce que nous utilisons maintenant avec vous. Nous avons nos médias partenaires que nous appelons à nous appuyer pour relayer le message de recrutement. Et ça se fait sans problème. B1, c'est parmi ces médias partenaires-là. Nous avons nos plateformes numériques, notre site Internet qui relaie les messages. Et sur le terrain, nous avons ce que nous appelons chez nous les DISO et les CISO. Ce sont les officiers qui sont dans des structures chargées de recruter les jeunes sur le terrain. Ils descendent dans la population pour sensibiliser les leaders communautaires, pour sensibiliser les responsables politico-administratifs, sensibiliser les jeunes à adhérer à l'armée. Où se fait le recrutement et quels sont les critères fixés pour permettre aux jeunes de pouvoir intégrer l'armée? Oui, ici à Kinshasa par exemple, il faut aller au camp Kokolo, dans la
grande parade d'Ikankokolo qui se trouve à côté de l'hôpital central. Il y a une tribune là-bas, il faut y aller. Vous allez au Kankokolo, vous allez trouver les recruteurs qui sont là, ils vous accueillent. Et c'est la même chose dans toutes les provinces. Au Nord Kivu, c'est à la 34e région militaire, ou à Beni. Et puis au Sud Kivu, c'est à la 33e région militaire à Bukavu, à la 31e région militaire à Kisangani, à la 32e région militaire à Bunia, et à la 21e région militaire à Kikwit. Vous pouvez aussi à Kanara, ceux qui sont à Kanara peuvent aller au Kambobozo. Et ensuite, pour la 22e région militaire à Lumbashi, les gens sont là pour accueillir les jeunes qui arrivent, partout, là où il y a les militaires. Un message à l'endroit des jeunes Congolais qui vous suivent à partir de Kinshasa et en dehors de la capitale. Oui, je dirais ceci. Nous avons besoin des jeunes de valeur. Nous avons besoin des jeunes de qualité. Nous avons besoin des jeunes patriotes convaincus qui doivent venir dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale et les frontières de notre pays, pour protéger nos populations et leurs biens. Nous avons besoin des jeunes qui doivent mourir, accepter de mourir pour la patrie. Nous avons besoin des jeunes qui doivent accepter de verser leur sang pour que le Congo se développe, pour que le Congo ne soit plus humilié par des petits pays comme le Rwanda. Nous avons besoin des jeunes qui ne viennent pas dans l'armée pour se faire enrichir. Nous avons besoin des jeunes qui ne viennent pas dans l'armée pour profiter de l'arme pour faire du mal à la population. Ce sont ces jeunes-là qui doivent répondre à l'appel de la nation, à l'appel de la patrie, à l'appel du commandant suprême. Merci beaucoup, mon général. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des FRDC. C'était là l'invité du journal. Poursuivons ce journal, la joie était immense pour les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Makala d'assister au lancement officiel des travaux par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, de la construction de la boucle de Makala qui compte les routes Kwilu, Kimwenza et Manzengele dans cette municipalité. Des travaux lancés dans le cadre de l'opération Kim Ezobonga visant le désengorgement des principales artères de la capitale. Sous un soleil accablant de ce mercredi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagné de son vice-gouverneur Edie Limoulangi et du ministre provincial de JTP, des infrastructures et travaux publics Alain Chilungu, étaient à la maison communale de Makala pour le lancement des travaux de construction des avenues Kwilu Kimwenza et Manzengele qui débouchent sur une université. Une première pour les habitants de cette municipalité d'avoir une route intracommunale. Opérationnel comme étant dans Yatata Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi a Pessi Nabino Bana Makala. Bon batela, bon accompagner Misala Rosalema. Tu as vu que l'entreprise Oyo, ils allaient accompagner Vision Tozan Nango et Kinshasa Zobonga et ça la Moussa Nango bien. Mais Tolobi, l'Issu Nikoloya. Il s'agit de 5 km qui seront construits en béton armé par l'entreprise Safrimex pour une durée de 12 mois. À en croire Daniel Bumba, cette boucle revêt une importance capitale si l'on considère qu'elle va désengorger l'avenue Université et Bypass, qui connaissent constamment des embouteillages. Cette route aura les externalités positives suivantes. Il s'agit premièrement de désengorger l'avenue de l'université et de désengorger l'avenue Elengesa. Cela aurait des effets d'entraînement, notamment la création des unités de production qui permettront à notre commune de disposer les moyens de sa politique. Avec l'assainissement qui n'est pas bien respecté par la population, ce qui fait que les routes en enrobé, ça ne dure pas longtemps. Donc avec le béton, même s'il y a de l'eau qui coule sur la chaussée, il n'y aura pas vraiment beaucoup de dégradation par rapport à l'enrobé. Place au lancement proprement dit.
Le gouverneur et son équipe sont passés par Kimwenza avant de prendre la route pour l'inspection de travaux de construction de la boucle Wangata-Usoke Hôpital. Son ministre des Infrastructures et Travaux publics Alain Chilungu lui a fourni toutes les explications sur ce projet. En tout, 3,5 km de route en béton armé, selon la vision du gouverneur. Les travaux sont exécutés par la société Jinjin International sous la supervision du bureau technique de contrôle. Après la remise des infrastructures modernes dans les directions provinciales de l'INPP dans l'est du pays, le Japon a procédé ces jours à la remise des infrastructures modernes d'apprentissage à l'Institut national des préparations professionnelles de Bunia, Goma et Bukavu dans le cadre du projet de renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP. De détails dans ce reportage. Ces mini-documentaires projetés ce jeudi 26 septembre 2024 met en lumière les réalisations du gouvernement japonais à travers le projet Renforcement des capacités des directions provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle, projet mis en œuvre par l'UNOPS, cet organe des Nations Unies d'appui au projet. Financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 6 500 000 $ américains et exécuté par l'UNOPS. Il ne s'agit pas seulement de construire et d'équiper, mais également d'exercer un impact favorable et positif sur la vie des bénéficiaires directs. Des jeunes qui, hier associés aux groupes armés, pourront désormais devenir des bâtisseurs de la paix et de la cohésion communautaire. Le public a exploré à travers ces films la contribution du peuple japonais, partant de la construction de 2 nouveaux bâtiments remis le 23 mai 2024 et à la fourniture des équipements de pointe pour les directions provinciales de Bunia, Goma et Bukavu. Ce projet, rendu possible grâce à la généreuse contribution du gouvernement du Japon, illustre notre engagement commun en faveur du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Les réalisations de ce projet permettent de renforcer les capacités des directions provinciales de l'INPP, facilitant ainsi l'accès à une formation professionnelle de qualité pour les jeunes et les travailleurs congolais. L'UNOPS continuera à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour promouvoir le développement durable et inclusif de la RDC. Après la présentation, place à une série de questions et réponses, notamment sur les attentes des entreprises privées, où le directeur général adjoint de l'INPP a salué la contribution du Japon à travers l'INOPS pour ses cadres et outils modernes d'acquisition des compétences professionnelles essentielles pour l'emploi, l'entrepreneuriat, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté. À travers ces acquisitions, l'INPP s'imposera davantage en répondant favorablement aux besoins réels des entreprises localisées dans les provinces cibles afin d'accroître leur compétitivité et leur productivité. Elles faciliteront l'émergence de la classe moyenne et de l'esprit d'entrepreneuriat. Cette séance a permis de réévaluer la mise en œuvre du projet qui consolide ces partenariats visant à répondre efficacement aux besoins croissants du marché du travail et de la croissance économique, ainsi que favoriser l'intégration des jeunes de l'Est dont la plupart sont touchés par les conflits. Un avenir pour la République démocratique du Congo, c'est l'intitulé du livre porté sur fonds baptismaux ces jours au nom de l'auteur, le professeur Florimond Muteba Chitenge. Cette nouvelle littérature sensibilise l'opinion publique sur la prise de conscience concernant l'avenir de la RDC et permet d'avoir des orientations dans les domaines de l'économie. C'est une nouvelle œuvre d'art littéraire dans la Bibliothèque nationale congolaise. Le livre intitulé Un avenir pour la République démocratique du Congo, baptisé ce jour, est né du travail du professeur Florimond Muteba Chitenge. Cette œuvre sensibilise l'opinion publique congolaise sur l'avenir de la République démocratique du Congo. D'abord, vous avez la première partie du livre qui décrit à peu près ce que j'appelle le lourd héritage du système néocolonial. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est ça, c'est ce lourd héritage qui fait que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. La deuxième partie, c'est l'alternative socio-économique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir
de cet héritage qui tue notre pays. Nous avons tout pour pouvoir faire. Donc, pour faire ce que j'appelle l'alternative, c'est le développement endogène. Compter sur nos propres forces, transformer l'économie et construire une économie donc sur la base de la prise en compte des intérêts populaires. Invité à cette cérémonie, Jean-Claude Katende parle d'une œuvre littéraire conçue aussi pour donner des solutions économiques documentées qui permettront à la République démocratique du Congo de jouer pleinement son rôle, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les Africains. Ce qui nous préoccupe tous, c'est l'avenir de ce beau pays. Mais souvent, nous n'avons pas de solutions documentées pour y arriver. C'est de nous présenter des solutions, en fait, africaines. Et le professeur Mouteba a bien fait de le faire et je voudrais le féliciter pour ça. Et l'invitation qu'il nous a lancée, c'est que nous ne puissions pas seulement parler du livre, mais que nous puissions le lire nous-mêmes. Cette nouvelle parution, mise sous fond baptismaux à ce jour, contient 188 pages subdivisées en 2 parties. Elle témoigne de la lutte contre la pauvreté et souligne également les défis économiques à relever pour faire de la République démocratique du Congo un pays autonome totalement épanoui. Fin de cette édition d'actualité qui a été assurée par Claudine Tsamba. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.